souvenez-vous, c'était un certain 1er janvier 2002, il y a donc aujourd'hui 10 ans et un jour, francs, drachmes, pesetas, lire et autres Deutschmark étaient définitivement remplacés par l'euro, la monnaie unique. 10 ans, un anniversaire qui aurait pu faire l'objet de grandes réjouissances s'il n'y en avait pas la crainte, pour beaucoup, que ce ne soit le dernier. La crainte ou l'espoir, ça dépend de quel côté on se place, car que ce soit la mort dans la moussure, un mode plus revanchard, c'est bien ce fameux caractère définitif du passage à l'euro qui est aujourd'hui remis en cause partout en Europe. La fin de l'euro, idée encore impensable il y a peu, fait son petit chemin. Certains d'ailleurs le disent tout haut, comme Herbert Reiner, patron d'Adidas, qui déclarait il y a quelques jours, le 27 décembre, que bien qu'il ne le souhaitait pas, son groupe était prêt à revenir aux monnaies nationales. D'autres préfèrent le nier tout en commandant discrètement des rapports et des scénarios sur le retour possible en France, par exemple, au franc. Côté consommateur, notons qu'une très symbolique opération Pesetas, organisée par un village de Galice, permettant d'utiliser l'ancienne monnaie espagnole pendant quelques mois, a connu un grand succès et paraît-il redonner le sourire aux commerçants espagnols. À défaut d'être mise sur la table des négociations, la fin de l'euro est donc dans l'air du temps de ce début d'année et risque, comme en 2011, d'être un des sujets majeurs de l'actualité. C'est pour ça qu'on ne s'est pas dérobé et que dès ce 2 janvier 2012, nous nous y attaquons avec vous. Monsieur l'économiste Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Dans le regard critique sur la monnaie européenne ne date pas d'hier. Vous publiez un ouvrage, vous nous faites la primeur d'ailleurs au matin de nous en parler. Il sortira le 12 janvier en librairie aux éditions du Seuil. Faut-il sortir de l'euro? Et puis je rappelle, Jacques Sapir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et professeur à l'université de Moscou. Pour être clair, et ma première question tout de go, vous posez la question, faut-il sortir de l'euro? Enfin, si je vois la dernière phrase du livre, je lis l'euro est entré dans sa crise terminale. Il n'y a donc pas beaucoup de suspense à la question que vous posez en couverture du livre, Jacques Sapir? Oui et non. Non, dans le sens où effectivement, je pense que nous sommes aujourd'hui dans la crise terminale de l'euro. Alors cette crise peut s'étaler dans le temps. Elle peut courir sur 18 mois, elle peut être aussi plus brève, mais aujourd'hui on voit bien que les problèmes auxquels l'euro est confronté sont, dans le cadre politique actuel, insolubles. Par contre, la question de savoir comment on va sortir de l'euro, est-ce que l'on sortira un pays après l'autre? Est-ce qu'il s'agira d'une décision coordonnée? Est-ce que l'on arrivera à faire survivre des institutions de coordination monétaire? Ce qui est extrêmement important, cela n'est pas encore tranché et c'est cela dont on devrait débattre. En France, par exemple, tout de même, les banques nient pour l'instant ce scénario de la sortie de l'euro et du retour au franc. Vous dites, vous, que le tabou risque de perdurer quand même encore un petit peu. Alors c'est un tabou, mais c'est un tabou essentiellement médiatique, ou plus exactement un tabou dans les discours. Aujourd'hui, on sait très bien que même à la Société Générale, qui est la seule banque dont un directeur ait pris position en disant non, nous n'étudions pas ce genre de scénario, même à la Société Générale, en réalité, on fait des scénarios sur un éclatement de l'euro. Et c'est d'ailleurs tout à fait normal. On reprocherait, si jamais ça devait survenir, on reprocherait à tout dirigeant d'entreprise, à tout dirigeant de banque, de ne pas avoir fait des études pour couvrir cette possibilité. Donc il faut savoir, oui, on étudie, oui, il y a toute une série de banques et d'entreprises qui sont en train de prendre leurs dispositions par rapport à un éclatement de l'euro, et d'une manière générale, on voit aujourd'hui que à la fois dans les banques centrales et dans les gouvernements, monte un sentiment que l'on ne peut plus rien faire par rapport à la situation actuelle. Alors nous verrons tout cela plus longuement encore dans le débat avec Brice Couturier tout à l'heure. Mais moi je voudrais tout de même vous citer des éléments de l'actualité. Vous êtes bien sûr, regardez, il y a une très bonne nouvelle, moi je trouve dans la tribune. Évidemment, vous voyez, c'est un peu comme vous. L'euro passera-t-il 2012? Grands entretiens avec José Manuel González Paramo, membre du directeur de la BCE, un des fondateurs de l'euro, qui répond à la question où en est la réflexion sur les nouveaux billets en euros? Donc il y a bien des nouveaux billets qui se préparent. Alors voici ce que répond Monsieur González Paramo. Nous sommes déterminés à avoir une monnaie qui possède les plus hauts standards de qualité, y compris dans le domaine physique. C'est le cas aujourd'hui notamment pour les aspects de la protection contre la contrefaçon. L'euro est plus sûr et moins contrefait que la somme des monnaies anciennes nationales. Il n'en reste pas moins que comme monnaie mondiale, l'euro est attirant pour les faussaires. Dont nous devons donc maintenir la barre. C'est pourquoi dans les années à venir, nous allons lancer un second type de billet qui conservera une continuité avec les précédents dans le dessin et la forme, sans être exactement les mêmes, mais qui sera plus difficile à contrefaire. Question, y a-t-il une date prévue pour l'introduction de ces billets? Réponse très courte là, pas encore.
Oui, oui. En même temps, ce qui est dit là peut être dit pour toutes les monnaies. Bien sûr, il y a des problèmes de contrefaçon. Bon, d'accord. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les conséquences de la tentative de défendre l'euro à tout prix sur l'économie européenne. Et ça aussi, pour l'instant, elle n'est pas encore ouvertement posée et il est absolument urgent d'ouvrir ce débat. Alors, vous dites que d'ailleurs, si ce débat n'est pas ouvert non plus, c'est qu'au fond, on a un rapport fétiche, religieux à cette question de l'euro. Tout à fait. Regardez d'ailleurs ce qu'a dit Mario Draghi. Il dit il est impensable de revenir en arrière. Mais depuis quand une construction humaine est-elle appelée à durer pour l'éternité? Depuis quand? Bon, donc, 10 ans, c'est pas l'éternité non plus. Hein. Oui, mais on peut très bien voir quelque chose qui a été construit se défaire. Et on verra de toutes les manières ce qui a été construit se défaire. Donc, le fait de refuser tout à fait cette option, et de l'avoir refusée par le passé, a en fait empêché de débattre des problèmes qui se posaient dès la construction. Et une partie importante de ce que je dis, c'est que le discours du « tout va bien, il n'y a aucun problème, l'euro est là pour toujours » a occulté un débat qui était nécessaire sur des limites, des erreurs, des manques qui étaient dans l'euro, et que l'on aurait dû traité dès 2005, 2006, 2007, car là, il y avait le temps de le traiter. Et ce qui rend aujourd'hui la crise absolument insoluble, c'est bien la conjonction, si vous voulez, de l'ampleur de la crise et du manque de temps. Car si cette crise avait été, d'une certaine manière, anticipée dès 2006-2007, à ce moment-là, oui, je pense, on aurait pu s'en sortir. Vous nous dites, oui, sur ces 10 ans de carrière, si j'ose dire, d'existence de l'euro, de quand donc, et quels sont les principaux problèmes, de quand datent les principaux problèmes qui nous amènent à la crise aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont liés à ce qu'on a appelé aussi, au fond, l'idéologie néolibérale? Vous dites dans votre livre que la critique du néolibéralisme ne suffit pas à légitimer la critique même de l'euro. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que on peut tout à fait être un critique de l'idéologie néolibérale et considérer qu'une monnaie unique pour un certain nombre de pays est une bonne chose. Encore faut-il à ce moment-là construire les prérequis pour que cette monnaie unique fonctionne. Et cela, on ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait alors? Parce que c'était quand même souvenons-nous, il y a 10 ans, c'était plus ou moins l'euphorie, quoi. Hein, le reportage sur les tirettes, les billets de banque, l'idée que ça y est, que l'Europe existait, au fond, à s'incarner dans quelque chose qui était certes un bout de papier, mais enfin, qui s'incarnait, que le rêve des pères de l'Europe se réalisaient. Alors bien sûr, avec les risques, les dangers, la question de l'argent, l'idéologie de l'argent, mais tout de même, il y avait une sorte d'aboutissement il y a 10 ans. Ce qui était d'ores et déjà prévisible, c'est que une monnaie unique, prenons le cas d'une monnaie nationale, du franc. Bon, vous avez une crise dans une région, par exemple en Lorraine ou dans le Nord, ce qui s'est passé au début des années 80. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gouvernement de la nation organise des transferts, soit directs, soit indirects, vers ces régions pour leur permettre de passer la crise et de restaurer leur compétitivité. Bon, ça a été plutôt bien réussi dans le Nord, plutôt mal en Lorraine, passons. On n'a pas ce mécanisme en Europe. Le seul mécanisme que l'on va avoir, qui est prévu dans l'accord du 5 décembre, c'est un mécanisme pour limiter les déficits budgétaires. Il n'y a aucun mécanisme de transfert entre les pays riches vers les pays pauvres. Or, c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous regardez les différents indicateurs de compétitivité, vous vous apercevez qu'il y a une différence de 35% entre des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Allemagne. Bon, ça, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre car on ne peut plus dévaluer. Alors il faut dire, soit on autorise les dévaluations, on n'a pas de monnaie unique. On peut avoir une monnaie commune, mais on n'a pas de monnaie unique. Soit si l'on veut avoir une monnaie unique, à ce moment-là, il faut absolument organiser des transferts budgétaires. Mais on sait aussi que les Flamands refusent de payer pour les Wallons. Les Allemands ne sont pas prêts de payer pour le sud de l'Europe. Bref, on sait que ce n'est pas possible. Donc, il faut en tirer les conséquences. Alors ça, c'est le problème fondamental. C'est le problème qui mine l'euro depuis son acte de naissance. Le rapport à quoi, au fond, à une question de la souveraineté qui ressurgit aujourd'hui et qu'on a un peu négligé comme étant un des facteurs, au fond, importants de ce que sont les politiques nationales au sein même d'une Union européenne? Les nations en Europe ont une histoire qui est
pour certaines millénaires. C'est le cas de la France, qui est de loin ou de la Grande-Bretagne, hein, qui sont de très loin les plus anciennes nations sur le continent européen, mais qui remontent à au minimum plusieurs centaines d'années. Et l'on veut croire... Et qui s'incarne dans la monnaie. Parce que les Allemands disaient d'ailleurs, nous, le marque, on y tient pour des tas de raisons importantes. Elle s'incarne dans le sentiment, qui n'est pas nécessairement un sentiment hostile, mais qui est le sentiment que on n'est pas les autres. Si vous voulez, le sentiment de l'altérité est en fait absolument essentiel si on veut comprendre tout simplement la démocratie. Pour comprendre la démocratie, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur du corps politique et des gens qui sont à l'extérieur du corps politique. Si vous ne fixez pas de frontières à votre corps politique, vous n'avez pas de possibilité de démocratie. Bon. Et ça, la monnaie contrevenait à ce principe-là. Si une monnaie unique contrevenait à ce principe-là. Elle contrevient à ce principe-là si l'on ne met pas en place des mécanismes de transfert. Mais on voit bien aujourd'hui, et on le voyait déjà il y a 10 ans, que les peuples n'étaient pas prêts à des mécanismes de transfert. Bon, il fallait en tirer les conclusions. Il fallait à ce moment-là non pas avancer vers la monnaie unique, mais vers la monnaie commune. Et c'est ça la principale erreur. La différence, c'est quoi? La différence dans une monnaie commune, si vous voulez, c'est que cette monnaie organise les transferts, enfin organise les transactions à la fois de marchandises et les transactions financières. C'est une monnaie virtuelle? C'est pas nécessairement une monnaie virtuelle, mais c'est une monnaie qui organise les transactions entre la zone qu'elle couvre et l'extérieur de la zone. Mais à l'intérieur de la zone, vous avez toujours les monnaies nationales qui continuent à fonctionner et qui donc peuvent réajuster leur taux de change par rapport évidemment l'une à l'autre. Jacques Sapir, invité des Matins de France Culture pour ce livre donc à sortir aux éditions du Seuil dans